se sont creusés parce qu'il y a de l'envasement typiquement autour. Et on le voit sur cette photo-là. Sur la partie co-construction, pour vous dire ce qu'on a déjà fait, pour ceux qui n'auraient pas participé aux réunions précédentes, avec OEVILEN, on a mandaté du coup 2 bureaux d'études, le bureau qui est représenté par Antoine aujourd'hui, à GPU, mais aussi la partie Ardi Environnement, qui lui va travailler vraiment spécifiquement pour la partie gestion des milieux aquatiques, qui n'est pas là aujourd'hui, puisque l'objet c'est vraiment parler des aménagements paysagers. Pour autant, les deux ont travaillé, et donc je vous mets ici le planning, et puis après Antoine va un peu décrire comment s'est passée cette concertation. Donc, d'abord, ces 2 entreprises ont été mandatées suite au fait que nous avons conventionné Questembert avec OEVILEN pour que ce soit eux qui portent la totalité du projet, même si les aménagements dont on va parler ce soir seront à la charge de la commune, puisqu'on est vraiment sur de l'aménagement d'espace public. Là où l'aménagement de la zone aquatique est en responsabilité et en financement, par conséquent, par OEVILEN. Donc, septembre 23, en sachant qu'on avait déjà discuté de ce sujet-là bien avant, parce qu'il y avait plusieurs dispositifs entre le contrat qu'a OEVILEN avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais là en l'occurrence on est plutôt on s'était posé la question de savoir si on était dans un appel à projet spécifique ou est-ce qu'on était dans le contrat classique. Donc on est dans le contrat classique, la convention nous lie, et du coup depuis le début de l'année, puisque le choix de l'assistance a été fait en fin d'année dernière, Incotec, Incopil et les groupes de travail se sont mis en route pour aboutir en février dernier à cette réunion publique qui sera illustrée tout à l'heure par Antoine, puis des ateliers participatifs. Et puis, en juin dernier, au conseil municipal, on a délibéré sur les modalités de vote sur lesquelles on va vous solliciter. Le projet va se continuer et on en est, donc après la présentation en conseil municipal, parce qu'il y a quand même le processus naturel de présenter quand même d'abord aux élus le sujet réellement officiellement. Donc les scénarios ont été présentés en séance le 16 septembre dernier. On est ce jour, le 3 octobre, sur la réunion publique de présentation. On viendra sur le planning qui est plus loin, mais il est déjà affiché ici, puisqu'on reprendra la diapositive tout à la fin. Donc je vais donner la main à ce moment-là à Antoine, qui va du coup vous décrire un petit peu les modalités qui ont eu cours. Pour ce qui est donc de la démarche de concertation qui a été mise en place sur les aménagements qui accompagnent la restauration de la zone humide, ça a été réalisé donc en 4 temps. Une première étape était donc le 24 février 2024, une première rencontre, on va dire, pour avoir un recueil des attentes des différents usagers. Une rencontre qui s'est faite donc en salle et qui a été suivie d'une visite partagée, un peu pluvieuse au début, mais qui s'est améliorée par la suite, et qui a permis donc de recueillir les usages en place actuellement, et ceux qui marchaient bien, ceux qui pouvaient dysfonctionner, et ceux qui étaient attendus suite donc à travail sur le projet, et donc à nouvelles idées qui étaient bonnes à prendre pour justement la constitution des scénarios. Pour aller plus loin là-dessus, on s'est revu donc le 13 avril donc de cette année, là pour un atelier participatif où donc sur la base de fonds de plan ont été travaillés avec donc 3 équipes, des scénarios possibles, des envies qui ont été placées sur plan, un travail thématique en fonction des différents secteurs qui ont été programmés, les différents secteurs qu'on voyait par avant, à savoir les secteurs donc de zone humide ouverte sur la partie plan d'eau actuel, ruisseau en cours de renaturation, la partie zone humide boisée qui se situe plus au nord et donc qui est la partie, on va dire, sauvage, et la partie sur laquelle aujourd'hui on va pouvoir vous présenter différents scénarios, qui est la zone d'aménagement, la zone actuelle de camping-car, où là effectivement il y a beaucoup de potentiel pour une amélioration de l'espace dans une idée de parc public. Aujourd'hui donc nous sommes au niveau du 3e temps de la concertation,
à savoir une réunion de présentation des scénarios qui va ouvrir la période de vote par rapport à ces différents scénarios qui vous sont proposés. On peut voir ici les images des différents moments qui ont été réalisés. En haut et en bas, la première réunion de recueil des attentes suivie de la visite, et la partie atelier participatif qui a donc fait sortir beaucoup d'idées, qui nous a permis de placer beaucoup d'idées qui ont été classées et reprises dans les différents scénarios qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc on ne va pas revenir sur toutes les lignes, mais à chaque étape derrière, il y a eu une notion de travail technique fait par le cabinet, puis des chiffrages, puis la mise en place de visuels pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça peut être. Et on en arrive après nos comités techniques, nos comités de pilotage. Il faut savoir nos comités de pilotage dans lesquels sont présents évidemment les élus qui travaillent sur le sujet, l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est le principal financeur de tout ce qui va être la partie gestion des milieux aquatiques, puisqu'il représente 60 à 70% des coûts seront financés pour cette partie aquatique par l'agence de l'eau. Il y a aussi présent le conseil départemental, puisque le conseil départemental finance de 10 à 20% sur ce sujet-là. Et puis sont aussi présents dans cette instance les associations au sens large qui travaillent sur ce domaine d'activité. Donc la fédération de pêche est présente, puisque c'est un des acteurs clés sur ce genre de sujet, mais aussi l'association locale de pêche, la PPMA, comme on appelle, l'association de pêche et de protection des milieux aquatiques, qui travaille sur le territoire, et puis d'autres associations comme par exemple Bretagne Vivante ou Eau et Rivière qui font partie des associations qui à l'échelle de la région participent à tous ces ateliers avec des citoyens engagés depuis de longue date sur le bon état aquatique des sujets. Et on a également donc la SEC qui était conviée à ces réunions, et enfin Élémentaire, qui sont deux associations qui travaillent sur le sujet de l'environnement sur le territoire. Donc la vidange qui a commencé, qui se termine en octobre, et puis on reviendra sur le reste du planning. Donc on va passer un premier temps sur la partie aménagement zone humide. Donc Jackie, tu vas prendre la main rapidement pour nous décrire un petit peu en gros ce qui est en cours sur cette zone-là et ce qui a été réfléchi. Oui, ce que nous avons souhaité, c'est que cette restauration du ruisseau dans son point le plus bas, dans son talus, comme l'on dit vulgairement entre nous, c'est que ces aménagements soient accompagnés de privilégier quand même les usages existants, voire les renforcer. Et c'est pour cette raison que, notamment, le parcours qu'il y a autour de l'étang va être préservé, même amélioré sur sa partie sud. Nous souhaitons aussi qu'il y ait des aménagements spécifiques type passerelle, mais en même temps, notre souhait, c'est de faire de ces espaces, un, l'espace humide ouvert, et deux, l'espace humide boisé, d'en faire des espaces pédagogiques pour expliquer le rôle. Oui, je sais, j'ai l'habitude de parler un peu fort dans le micro, donc notre souhait, c'est effectivement de faire de ces lieux-là un espace pédagogique à destination de tout à chacun, mais aussi des enfants. Nous avons des scolaires autour. Je trouve qu'on a un beau territoire pour du TP, là, je pense. Donc c'est ce qu'on souhaite également privilégier et développer. S'agissant de la partie ruisseau, quand même juste comment ça va se passer rapidement. Et là, Simon va nous décrire quand même très très succinctement les éléments. Alors aujourd'hui, on privilégie une renaturation naturelle, passive, c'est-à-dire que le cours d'eau va lui-même retrouver son chemin dans le point le plus bas. On voit déjà qu'il est en train de le faire, on le voit bien sur la photo là qui date d'il y a quelques jours. On voit qu'il va reméandrer tout seul. Donc aujourd'hui, on voit que sur la partie amont, il y a déjà pas mal de sable. Donc ça, c'est du transport sédimentaire qui est lié à la rivière. On a une rivière qui a un fort potentiel de transport sédimentaire, on est sur du granit. Et donc, à la suite de cet hiver, il va y avoir certaines crues potentiellement. Donc le cours d'eau va bouger, il va s'élargir. Aujourd'hui, il est assez petit,
mais avec le transport sédimentaire, avec les vases qui vont peut-être partir, le cours d'eau sera beaucoup plus élargi et un nouveau matelas alluvial, donc c'est-à-dire des graviers, du sable, va potentiellement se recréer naturellement. Si on voit qu'il y a des difficultés pour recréer ce matelas alluvial, on peut potentiellement faire ce qu'on appelle une recharge granulométrique, c'est-à-dire aller chercher du caillou de carrière très proche, donc pour que ça corresponde exactement à ce qu'on a naturellement dans le ruisseau, pour avoir un substrat qui soit adapté justement à toutes les espèces qui vont vivre dans ce ruisseau-là. Juste sur cette diapo qui est issue du COPIL, du comité de pilotage, on voit qu'on a une pente qui est relativement similaire d'un bout à l'autre, donc il n'y aura pas d'à-coup lié à cela sur ce linéaire-là. Et puis, ce que n'a pas dit Simon, c'est que actuellement on a des vases, elles vont s'assécher assez naturellement et la végétation va repartir d'elle-même très très rapidement. Ça dépend un peu du niveau d'hiver. Si on a un hiver sec, ça peut mettre un poil plus de temps. Si on a un hiver très doux, la végétation va repartir assez rapidement d'elle-même. Le point qui est important, c'est que aucun export de vases n'est prévu. C'est-à-dire qu'on sait que les vases, elles sont potentiellement, elles font filtre, donc ça veut dire qu'elles ont une certaine partie de pollution. Elles vont rester en place, c'est l'objectif, parce qu'après il faudrait avoir les autorisations pour aller les mettre ailleurs. Et l'objet, ce n'est pas cela. Donc le milieu naturel va faire sa fonction historique, qui est celle d'aider l'eau dans son passage et de la filtrer. Donc rapidement, je ne sais pas Simon ou on va faire deux voix. Donc en plus de cette renaturation du ruisseau, il est prévu l'aménagement de plusieurs mares. Pour l'instant, on est parti sur 3, ça va se voir, on verra ça à la fin de l'hiver, comment va évoluer le secteur actuel, avec des mares qui vont être déconnectées du cours d'eau. Donc déjà, on a une obligation réglementaire pour qu'elle soit minimum à 10 mètres du cours d'eau, pour éviter qu'en cas de débordement, le cours d'eau aille dans les mares. Pourquoi est-ce qu'on veut éviter ça? C'est parce que ces mares, elles ont un objectif d'être un réservoir biologique, notamment pour les amphibiens, pour leur reproduction, et aussi pour tout ce qui va être insectes, libellules, donc odonates, pour pas qu'il y ait de prédation, notamment de poissons. Aujourd'hui, on ne voit pas de batraciens ou d'amphibiens sur le plan d'eau parce qu'il y avait une vraie prédation. Et donc ces mares, elles peuvent avoir aussi un intérêt pédagogique avec des panneaux pédagogiques qui peuvent être mis à côté, notamment à côté des cheminements qui vont être mis en place pour ces mares. Donc elles seront alimentées, elles, par la nappe alluviale, c'est-à-dire la nappe qui en hiver est alimentée par le cours d'eau et qui va ensuite, elle, réalimenter le cours d'eau en été. Donc il y aura des variations de niveau justement dans ces mares. Certaines pourront être asséchées en période estivale. C'est pas spécialement grave. L'objectif, c'est qu'elles soient en eau pendant la période hivernale et printanière, notamment pour la reproduction de ces espèces. Sur le secteur 2, comme on nomme entre nous, c'est le boisement humide. Ce que nous souhaitons, c'est nous introduire le moins possible dans cet espace. C'est un espace fragile qu'il faut préserver. Et comme je dis, quelquefois, c'est pas parce qu'il y a des arbres de tomber qu'il faut les tronçonner et les enlever. Il faut peut-être les laisser en place. Bref, ça c'était un petit aparté. Mais c'est vrai que là, on a vraiment un milieu spécifique. L'intérêt, c'est de pouvoir peut-être y pénétrer, mais de façon très, très discrète, de sorte à pouvoir imaginer et voir ce qui s'y passe. C'est vrai que c'est un très bel outil pédagogique que nous avons à notre disposition, et nous avons la chance d'avoir une zone humide ouverte et en amont une zone humide boisée qui a vraiment une spécificité faune-flore particulière. Donc ça c'est le secteur 2, on va vous montrer très rapidement les aménagements juste après, mais du coup, donc le secteur 3, c'est ce qu'on s'est dit, la philosophie, c'est un espace public à se réapproprier et éventuellement créer une extension du parc qui est celui actuel. Donc sur la zone humide, on va dire les choses, Antoine va nous décrire rapidement ce qui est prévu, mais le point, et c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge, c'est le circuit actuel, il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger pour une raison principale, c'est que les aménagements qui sont dans la zone humide actuelle, qui était la zone de l'étang et qui sera la zone humide derrière,
en fait, on est autorisé à faire le moins de choses possible dedans. On a parlé des mares, et puis on va parler maintenant de l'aménagement qui est, on va dire, plutôt de promenade, qui va être agrémenté sur ce point-là. Sur les zones humides, on a donc deux secteurs. Le secteur numéro 1 qui se situe à cet endroit-ci, qui est la zone humide renaturée, et le secteur boisé au nord. Sur le secteur 1, le but premier donc, est de retrouver le cours d'eau naturel du ruisseau, d'aménager les mares comme il a été indiqué, et aussi de reprofiler les berges existantes pour retrouver une unité entre tout le chemin périphérique qu'on va avoir et la partie zone humide qui va petit à petit descendre vers le cours d'eau qui va se situer en point bas. Dans le secteur numéro 2, c'est la même chose. Le cours d'eau est conservé dans son lit actuel. Il y a eu des discussions à ce sujet au cours de l'étude, mais justement des relevés plus spécifiques ont permis de nous dire qu'il valait mieux rester dans cette physionomie pour laisser le milieu naturel au plus proche de ce qu'il est. Et en tout cas, oui, donc dans tous les secteurs, il y a une conservation des cheminements existants. C'est quelque chose qui est revenu notamment de la concertation publique, comme quoi il y avait un usage et un intérêt pour ça. Et donc on le conserve et on essaye aussi de le développer par le biais de différents aménagements qui sont proposés sur ces secteurs. Ces secteurs, donc le secteur numéro 1, conforte et améliore les flux de déplacement. Donc ça, c'était quelque chose qui nous semblait très intéressant. Une zone de déplacement entre donc, le centre-ville et entre des différents quartiers d'habitat. Et ça, donc, c'était un point qu'on a souhaité développer. Et aussi, donc, de pouvoir, dans un aspect paysager et aussi pédagogique, de multiplier les contacts avec la zone humide, avec les mares et aussi avec la rivière. L'idée aussi, donc, de renforcer les différents équipements qu'on va retrouver sur la périphérie de l'étang. Il y a déjà des équipements qui sont existants actuellement, mais qui ne sont pas forcément dans un très bon état. Donc, l'idée, c'est de les renouveler. Et aussi d'apporter des équipements complémentaires à ceux qu'on peut trouver maintenant, avec tout ce qui va toucher donc, à la pédagogie en lien avec la renaturalisation du milieu. Sur le secteur 2, donc, on a un espace qui va rester sauvage, comme aujourd'hui. C'est une zone vraiment de quiétude pour les espèces. Pour autant, quelques aménagements sont proposés pour justement donner à voir à l'intérieur très ponctuellement, encore une fois dans cette idée de pédagogie et de profiter de ce paysage boisé et fermé. Des tests aussi d'éco-pâturage dans un cadre de gestion douce vont être développés. Éco-pâturage, à savoir mettre en place des petits troupeaux sur certaines zones pour avoir un entretien, on va dire, autonome du milieu. Pour ce qui est de ce à quoi ça peut ressembler, effectivement, sur le secteur numéro 1, ici, qui donne sur le secteur 3 qu'on voit derrière, l'aire de camping-car, il y a différentes propositions qui sont réalisées, à savoir, dans cette idée de déplacement, de renforcer les flux qui soient plus directs et plus faciles. On a la création de différentes passerelles qui sont mises en place, notamment celle-ci, une passerelle qui mesurera 90 mètres et qui permettra de joindre d'un côté à l'autre les deux rives de la rivière et les deux rives du cheminement existant qu'il y a de part et d'autre de l'aménagement et qui correspond à un flux de déplacement prioritaire, mais qui nous permet aussi, donc, le long de cette traversée, de donner à voir la zone humide et de se rapprocher aussi d'une mare, donc joindre l'utile à l'agréable. Et c'est aussi quelque chose qui est réalisé au niveau de la partie centrale, donc au niveau de cet aménagement, où une autre passerelle est mise en place, mais une passerelle qui a un chemin qui est un petit peu détourné et qui vient faire le tour d'une mare existante pour vraiment donner à voir ce milieu spécifique que va être la mare, qui va passer aussi au-dessus du ruisseau, pour avoir des zones, pour profiter du paysage, pour profiter de l'espace, pour profiter donc de l'environnement, mais qui peuvent servir à ceux notamment qui font du jogging ou simplement de la balade, d'avoir une multiplicité de cheminements à utiliser.
les différents mobiliers sont effectivement renouvelés. D'autres mobiliers peuvent être proposés, comme notamment des bains de soleil, des tables pique-nique ou autres sur ces premières parties. Et arriver donc sur la partie plus sauvage, les propositions qui sont faites sont la réalisation aussi d'une passerelle qui puisse être traversante pour passer au travers du boisement et donner à voir avec des supports de présentation qui puissent être mis en place pour aider et guider sur la pédagogie du milieu, ainsi qu'un observatoire qui puisse donner juste au bord du cours d'eau existant et qui puisse encore une fois donner à voir ce milieu fermé. Voilà le type d'aménagement qui a déjà été présenté en tant que référence à la première réunion publique, des sortes de pontons qui peuvent arriver au bord de mares, de rivières, de cours d'eau, avec tout le développement d'une signalétique pédagogique pour pouvoir apprendre et donner à voir, je pense notamment aux plus jeunes, aux enfants, dans les différents milieux. Et donc voilà l'explication de renaturalisation de zones humides, de mares et de ce type de paysage. Donc voilà, on a présenté globalement ce qui va se passer dans la zone dite, enfin, dans les deux zones humides. Donc quelques aménagements de type passerelle pour pouvoir profiter de l'espace de la rivière nouvellement remis dans son lit. Les mares qui, elles, n'existent pas à l'heure actuelle, on peut faire un mini focus rapide sur l'intérêt des mares. Globalement, il y a eu des recensements qui ont été faits de faune et de flore sur les temps avant et sur les objectifs qu'on a au futur. L'équipe qui travaille sur ce sujet, en 2022, on a été observé sur la commune de Noyelles-Pontivy. Ils avaient le même sujet sur un étang sur l'Hydrivière dans le bassin versant du Blavet. Et donc on a été voir, parce qu'ils avaient déjà vidé l'étang, et on a été voir comment s'était redémarré. Donc la végétation était déjà en train de repartir, et les mares ont pris place naturellement ou de manière spontanée ou de manière un tout petit peu dirigée. Et là, pour le coup, les espèces les espèces animales et végétales, la biodiversité explose dans ces mares. Est-ce que tu veux en dire juste un petit mot très rapidement hein? Oui, on voit ça à chaque fois. En fait, c'est assez impressionnant la façon dont la nature et la biodiversité revient. La vitesse, c'est toujours impressionnant. Et effectivement, l'objectif là, c'est qu'il n'y ait pas forcément de contact avec le ruisseau pour éviter des prédations de poissons. Et une mare qui soit alimentée justement par nappe alluviale, avec beaucoup d'insectes qui vont pouvoir se développer, beaucoup d'amphibiens. Les insectes qui se développent, ça va pouvoir faire venir plusieurs oiseaux, notamment des espèces qu'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui sur le plan d'eau de ces lacs, mais qu'on peut retrouver ailleurs sur le Doron, et qui vont pouvoir se réapproprier cet espace. Donc voilà, on va rentrer, donc c'était important de préciser ces éléments-là. Donc tout ce qu'on vient de vous présenter sur les zones humides ne font pas l'objet de la consultation, parce qu'en réalité, ça fait partie du projet de renaturation également. Donc c'est bien Eaux-et-Vilaine qui va le piloter. Alors nous, on fait partie du travail, hein, mais c'est un sujet qui est discuté en copile au sens large. Ce qu'on va vous présenter maintenant, on est bien sur le secteur à aménager suivant, qui est celui... hop, 2 petites secondes, voilà. Si on zoome, on est vraiment dans ce secteur-là. Pour autant, effectivement, Antoine a exprimé tout ce qui est bain de soleil. Si on remet un circuit de sport autour de l'étang actuel, ça c'est du rôle de la commune, hein, ça n'a rien à voir avec le milieu aquatique. Donc tout ce qu'on fera de renouveler autour de la zone 1, ça sera porté par la commune évidemment, et c'est dans le scénario de base à peu près de tous les 3 scénarios qui vous sont présentés. Alors que réellement l'objet de la consultation va être majoritairement sur ce qui se passe sur le territoire de l'ancien camping, hein, ni plus ni moins. Donc Jackie, je vais te laisser la main pour nous donner, alors juste rapidement les 3 scénarios, on leur a donné un titre hein, qui est travailler sur l'existant, c'est-à-dire on révolutionne pas ce qui s'y passe. Le deuxième qui est est-ce qu'on peut adapter l'aire de camping-car aux citoyens, parce que c'est une zone un peu privative finalement, même si elle est ouverte actuellement. Et enfin, se donner plus d'ambition et peut-être miser plus sur le sport et les loisirs en famille dans cette zone-là. Oui, merci Maurice.
Oui, donc vous aurez le choix entre 3 scénarios, du moins ambitieux, tu me permets de dire ça, au plus ambitieux. Donc sur le scénario 1, il s'agit de travailler un petit peu l'existant. Ce scénario conserve, alors je recule un peu, l'aire de camping-car telle qu'elle existe aujourd'hui, principalement sur les 7 places qui sont aujourd'hui bitumées. Sont ajoutées bien évidemment sur ce scénario des tables de pique-nique, une fontaine à boire, des bancs, ainsi qu'une nouvelle aire de jeu pour enfants et aussi des espaces barbecue. L'aire de bivouac, elle est repensée aussi et agrandie. Il y aura bien évidemment des plantations d'arbres, engazonnement, plantations massives. Et aussi, et c'est ce que nous avons souhaité, et sur les 3 scénarios, on retrouve la même chose, une aire de service vélotourisme et une zone de bivouac notamment. Ça, c'est le scénario 1. Sur le scénario... Juste sur le scénario 1, de bien préciser, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai sur les 3 autres scénarios quand même, c'était écrit en tout petit en bas, un aménagement, parce que l'aire de camping-car actuelle, il sert pour une fois par an, c'est dans 15 jours, dans 3 semaines, là bientôt, il y a la course du cyclocross. Pour ceux qui sont des amoureux de la bicyclette, il y a une course importante de cyclocross sur cette aire de camping-car, et l'objet n'était pas de mettre dehors l'association... la Sécu, donc du coup il y aura toujours cet événement-là, donc ça veut dire que les aménagements qu'on va faire, il faut qu'ils soient réversibles pour le jour où il y a ces courses-là. Mais notamment, ils nous avaient sollicité, dans le cadre de leur développement et du travail qu'ils font, qui est très notable sur le territoire, c'est ce qu'on a mis ici, un aménagement d'une zone de départ cyclocross. Donc en gros, sur l'espace, sur l'aire de camping-car, l'espace actuel de camping-car, on modifie, mais réversible pour qu'ils puissent travailler. Dans la partie boisée où ils font leur circuit, on ne touche rien. En revanche, leur demande était d'avoir une zone de départ un peu spécifique cyclocross pour pouvoir éventuellement accueillir, par exemple, le quid du championnat de Bretagne. Ils ne l'auront pas tous les ans, évidemment, mais c'est un circuit qui est très prisé. Et donc, dans les aménagements, la zone de départ se situerait le long en fait, de la rivière actuelle. Ça veut dire qu'il y aura un reprofilage plutôt à l'élargissement de cette zone de promenade parce qu'ils ont besoin d'une largeur minimum pour pouvoir faire ce point-là. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc j'en profite ici, mais aussi et surtout pour dire que effectivement le travail de la Sécu ne sera pas remis en cause lors des courses sur cette zone-là qu'on vous propose dans le scénario 1. On verra que dans les autres, peut-être que, parce que c'est aussi le lieu où ils font leurs entraînements pour les jeunes. Et donc peut-être que dans les scénarios, ils auront un petit peu à évoluer sur la manière de faire leur entraînement, mais c'est toujours prévu à cet endroit-là. Est-ce que Antoine, sur le scénario 1, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe au scénario 2 ? Très globalement, en fait, sur cette partie-ci, il y a un principe de vase communicant entre la surface qu'on laisse à l'aire de camping-car et la capacité de l'aire de camping-car, et donc en rapport l'espace qui va être dédié au public, qui va devenir un parc, qui va être ouvert sur la zone renaturée. Et c'est donc entre ces deux éléments que vont jouer toutes les esquisses. Et donc cette première esquisse est la version, on va dire, la plus simple, avec une capacité de 7 places pour l'aire de camping-car. On ne change rien des équipements. Mais pour autant, naturellement, vient se créer le long du chemin existant une forme de coulée verte qui vient faire une ouverture finalement qui va être très intéressante vers la zone renaturée. Et voilà, et après l'ensemble des espaces est rééquipé de manière assez simple sur cette version. Une précision toutefois sur cette version-là, la barrière d'accès à l'aire de camping-car reste en lieu et place. Ça signifie qu'aujourd'hui, si c'est ce scénario-là qui est choisi, il n'y aura pas d'accès pour les véhicules particuliers. Ce sera comme aujourd'hui, on dépose les gens, les personnes le font comme on peut et on va se garer ailleurs où l'on peut. Bah, actuellement, pour aller se promener, le parc, soit on vient à pied pour ceux qui habitent dans le centre-ville, et puis pour ceux qui viennent de plus loin, le parking c'est à côté de Cédac, le restaurant, qui lui, j'en profite pour faire une petite incise sur ce sujet-là. Il s'avère que le restaurateur actuel
avait décidé de partir, donc il a mis en vente, et il y a une nouvelle équipe qui arrive, qui va commencer les travaux là, je crois, incessamment sous peu, si ce n'est pas déjà fait, avec un objectif d'ouverture en décembre du moulin de Sellac. Peut-être qu'il changera de nom, on n'a pas le détail encore, mais du coup ce restaurant qui va changer de propriétaire continuera, et en tout cas on leur a présenté un tout petit peu en avance de phase les scénarios, parce que c'était important pour eux. Ils arrivent et ils investissent sur le territoire, ils voulaient savoir un petit peu vers quoi ça allait. Donc voilà, donc ils étaient satisfaits. Sur le scénario 1, le point qu'on peut dire, parce que l'aire de service vélo-tourisme, parce que celui-là il sera présent sur les 3, juste peut-être donner des éléments de ce qu'est une aire de service vélo-tourisme, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait en tête. En gros, la pratique du vélo-tourisme se développe de plus en plus, et la Bretagne n'échappe pas à cela. On a une voie verte qui arrive et qui s'arrête actuellement à Bel-Air. Alors on travaille, mais c'est très compliqué de trouver un cheminement pour continuer la voie verte pour aller jusqu'à la côte. Pour autant, on a quand même de plus en plus de vélos touristiques qui viennent sur notre territoire. Et comme on n'a plus de camping depuis 2016, je crois, ou 2017, et on est souvent sollicité, nous, par des cyclotouristes, des touristes en vélo, pardon, et du coup, c'est un peu compliqué pour leur répondre, parce que le camping-car, le camping étant fermé, si on les accueille dans des conditions qui ne sont pas sécurisées d'un point de vue ni juridique. Donc voilà, il y a une notion d'aire de service vélo-tourisme qui existe maintenant et qui nous permettra, sans aller chercher les aménagements qui sont ceux d'un camping, avec un accueil physique, avec tout un tas de services qui sont mis en place, avec notamment le paiement. Voilà. L'aire de service, c'est en gros, l'objet, c'est de se dire, il y a actuellement en haut, je vais reprendre sur l'image qui était juste avant, ça sera un peu plus facile, celle-ci. Donc voilà, en haut, il y a déjà des sanitaires qui sont ceux de l'ancienne partie ouest du camping. Et l'aire de service, il va être dans cette zone-là. Et la définition d'une aire de service, c'est en gros, est-ce qu'il y a des sanitaires, est-ce qu'il y a de quoi accrocher les vélos pour que s'ils partent faire leurs courses au centre-ville, les vélos soient en sécurité. Et puis il y a des éléments, est-ce qu'il y a une borne de réparation vélo par exemple, parce qu'ils se baladent avec du matériel, mais il peut y avoir des choses. Donc on aura des équipements légers, mais qui vont se mettre en place. Et l'objet, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les 3 scénarios, c'est que il nous semblait que c'était quelque chose qui est très très peu coûteux et qui nous permettrait assez facilement de cocher cela. Et pour conclure sur ce point-là, en fait c'est un sujet qui est aussi porté par la région Bretagne et le département du Morbihan Tourisme et Bretagne Tourisme, parce qu'il y a la volonté de développer ce tourisme plus nature, et notre territoire convient parfaitement à cela. Et donc dans les appels à projets, parce qu'ils nous aideront probablement à financer ces équipements-là, il y a la notion de vélotourisme, et là, cet endroit-là, l'aire de service il irait bien, mais il y a aussi peut-être une aire de service plus technique qui se mettrait, voilà, et je termine sur la partie vélotourisme, dans le centre-ville, près de l'office de tourisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi la capacité de les accueillir pour de l'information et divers éléments à cet endroit-là. Donc je t'ai coupé la parole, Jackie, avant d'aller au scénario 2. Oui, comme Boris vient d'évoquer un peu le sujet, on a sur cette aire de service de camping-car, comme ceci, ça vous... Non, je vais faire attention effectivement d'éloigner le micro. Excusez-moi. Oui, sur cet espace d'aire de camping-car, on a aujourd'hui des équipements sanitaires. On a aussi des salles qui sont, pas utilisées ou quasiment utilisées, si ce n'est que très ponctuellement. Notre souhait, c'est de pouvoir faire en sorte que ces espaces-là, ces lieux-là, puissent être utilisés, et c'est ce qu'on propose dans les différents scénarios. Si on arrive au scénario 2, donc ce scénario 2 un poil plus ambitieux, fait une part un peu plus importante au camping-car par rapport au premier scénario. Il augmente le nombre de stationnements mis à disposition, il passe de 7 à 15 par exemple. À cela, on ajoute une place de parking privé, ce que j'appelle moi un dépôt minute, à proximité de ce que Boris vous montre là. Donc on va déplacer un tout petit peu
là-bas. Il y aura aussi sur l'espace un abri couvert. Alors un abri couvert, carport pour faire simple, à disposition. L'aire de jeu pour enfants est positionné sur le parcours, le long de la zone humide. Elle sera plutôt positionnée là. Et puis l'aire de bivouac, elle, est reculée encore un peu plus sur autour des sanitaires actuels. Je ne sais pas si vous voulez préciser. En fait, on est à peu près sur la situation existante actuellement, avec donc les places qui sont existantes en haut et quelques places qui sont en bas. À la différence de l'autre scénario où on avait une coulée verte qui se dégageait, là on garde les places de stationnement en bas. Et c'est ce qu'on va voir sur les images qu'il y avait juste avant. En fait, il y a une présence qui, de fait, est plus affirmée du camping-car et qui vient scinder un peu la partie, on va dire, renaturée de la partie arrière où on trouve les sanitaires, qui est coupée donc par cette zone de camping-car. Ça, c'est revenu dans la concertation que des usagers disaient oui, il y a des camping-cars, on ne sait pas trop si c'est public ou privé. Donc, certes, il y a plus de camping-cars, mais c'est un bien ou un mal en termes paysagers. L'autre point, à l'entrée, effectivement, on déplace la borne d'entrée dans la zone de camping-car. On vient ajouter un dépose-minute pour les gens qui voudraient se servir de l'espace et déposer des provisions ou autres, ou des personnes à mobilité réduite. Et aussi, il y a une aire de retournement qui est mise en place. Et ça nous vient plutôt des usagers de l'assaut de cyclo qui est présente, qui s'engagent dans cette zone qui est une impasse pour le moment, avec les problématiques de circulation qu'il peut y avoir. Là, donc, c'est aménagé pour pouvoir aller jusqu'au bout, faire son demi-tour et repartir normalement avec le dépose-minute. Voilà. Moi, ce que je peux dire sur ce scénario-là, et on revoit des éléments, des pictogrammes qui déclinent le sujet, c'est que l'idée de faire un carport qui soit une zone qui puisse servir, on sait que nos deux sentiers de randonnée, à savoir le sentier des Popinettes, mais aussi la boucle du Saint-Éloi, elle passe à cet endroit-là. Et encore une fois, la boucle du Saint-Éloi, souvent elles sont aidées en financement par le département sur la notion développement de la randonnée et du tourisme. Mais je pense que si on va faire un petit comptage sur la boucle du Saint-Éloi, on va se dire que c'est quand même une grande majorité de Questembertois ou d'habitants du territoire qui la font parce qu'elle est agréable, elle est sympathique. Mais la météo cette année a été particulièrement clémente, évidemment. Et on peut se dire, tiens, on a un petit groupe, on veut faire la boucle du Saint-Éloi, le sentier des Popinettes, on se donne rendez-vous ici. Une fois qu'on a fait le tour, tiens, j'ai une zone où je vais pouvoir pique-niquer, je vais pouvoir me reposer à la fin. Et puis, ce type de carport, accompagné des barbecues dont on a parlé dans le premier scénario, c'est aussi de se dire, il y a de plus en plus d'habitants sur le territoire qui n'ont pas de jardin, parce qu'ils habitent dans des petits logements au centre-ville de la commune. Et peut-être qu'ils veulent pouvoir faire un petit peu de loisirs aussi, de type barbecue ou pique-nique avec de la famille ou avec des amis. Voilà, alors je parle des gens qui n'ont plus de jardin dans le centre-ville, mais ça peut être aussi des amis qui disent tiens, on va se donner rendez-vous à cet endroit-là. Et comme évidemment la météo en Bretagne, il sera toujours probablement un peu humide, l'idée du carport peut servir aussi à cela. Donc c'est la nouveauté qui est un peu plus forte sur ce scénario-là. Et évidemment, quand vous verrez les budgets, c'est une partie qui est non négligeable, parce qu'à partir du moment où vous commencez à construire en hauteur, évidemment, il y a des coûts. Antoine voulait rajouter quelque chose. Si on peut revenir sur un plan, un autre point qui est important sur cette version, c'est que donc les camping-cars ici peuvent venir jusqu'à ce point-ci, ce qui veut dire que ça engendre un flux de véhicules jusqu'à cet endroit-ci, donc sur la voie existante. Quand on veut imaginer un parc, on imagine que les enfants peuvent gambader et qu'on n'est pas à les surveiller. Dans cette version où il y a plus de camping-cars, enfin au moins autant qu'actuellement, il y a aussi une circulation qui est engendrée pour ceux qui utilisent la zone, qui est sur tout l'espace entre la partie amont et la partie cours d'eau.
qui n'est pas le cas forcément dans les autres versions. Ce qu'on peut juste dire, parce qu'en fait, là c'est une esquisse évidemment schématique. Ce qui est en jaune, c'est pas de l'enrobé. C'était pour signifier la zone dans laquelle se situe l'aire de camping-car. Et par ailleurs, toutes les places de camping-car qui sont sur la partie la plus au nord sont des places où on infiltre l'eau à la parcelle, parce que l'objectif, c'est évidemment de réduire aussi le plus de ruissellement possible pour ne pas perturber la rivière plus en bas. Alors du coup, j'ai pas mis tous les visuels parce qu'on en avait beaucoup. Dans le dossier, il y aura plus de choses, mais là, je pense qu'il faudrait qu'on zoome vraiment fort pour aller les voir. Mais on est effectivement ici, on voit qu'on est sur des zones enherbées qui restent enherbées entre les zones de camping-car, et on voit au sol que les emplacements sont des emplacements perméables à l'eau. Le scénario 3. Le scénario 3, c'est celui que j'appellerais le plus ambitieux. Donc il prévoit que l'aire de camping-car actuelle bitumée soit désormais dévolue en place de parking pour les véhicules particuliers. Donc c'est 11 places plus une place PMR. Je peux montrer. Voilà, là. Alors aujourd'hui, bien évidemment, c'est bitumé. Demain, si vous choisissez ce scénario, on fera comme on le fait en ville, on décroute et on met un parking infiltrant. Donc ça, c'est une des conditions. Pour moi, il n'y a même pas de sujet. Donc le nombre de camping-cars, par contre, est ramené à 10 et se situe là, pour le coup, entre les espaces familiaux là, qui sont dans la continuité des zones humides et la zone de bivouac qui est plus à l'est, où c'est une forme de tranquillité et également une forme de tranquillité, on disait tout à l'heure, pour les familles. Ce scénario prévoit aussi un abri couvert, comme on l'a vu sur le scénario 2, des barbecues, des tables de pique-nique. Il prévoit en outre une aire de jeu pour les enfants beaucoup plus qualitative, qui sera située à l'intérieur du parc. Aussi, on ne l'a pas dit, mais sur les autres scénarios, le parcours sportif qu'il y a autour de la zone 1 humide ouverte, on va remettre en état les installations sportives. Sur ce scénario-là, par contre, on crée une nouvelle structure sportive, une zone de fitness. Et à cela, on y ajoute un théâtre de verdure. Voilà. Sur le côté de la salle, vous voyez, c'est légèrement en pente, donc ça va se faire relativement facilement. De mon point de vue, c'est je suis persuadé que ce scénario reste le plus intégré dans l'espace de promenade existant. Et en plus, à mon sens, il fait de la place aux éléments de loisirs familiaux et sportifs. Sur ce scénario, ce qui n'a pas été évoqué, c'est que pour arriver à nos fins, on vient créer ici de l'ordre de 20 mètres de voirie pour éviter que du trafic n'emprunte la voie existante. Pour autant, ce parking-ci existant est accessible, la circulation est bloquée à ce niveau-ci, ce qui dégage ici toute une zone de parc tout à fait ouverte sur la zone humide renaturée, et ce qui permet aussi de vraiment réintégrer les bâtiments communaux existants sur ce parc dans l'idée événements, mariages, festivités, etc. Sur ce niveau-ci, le niveau d'équipement est mis au maximum, avec toujours son aire de bivouac. Et c'est le seul scénario où de nouvelles places de stationnement camping-car sont aménagées au niveau de la zone un peu plus en amont, en lien aussi avec les sanitaires, sur des aménagements qui sont drainants et qui permettraient donc l'usage tout au long de l'année. Parce que pour ceux qui connaissent toujours la course du cyclocross, cette année, ce sera probablement un tout petit peu moins, quoi qu'ils annoncent des très grosses pluies la semaine prochaine.
Donc c'est dans ce circuit-là, parce qu'on n'en a pas parlé de la partie aquatique sur ce territoire, sur cette zone-là, il s'avère que la rivière, en fait, ici, elle n'existe plus, mais ça coule un peu de partout. Pour les gens qui connaissent la zone, quand vous êtes sur cette partie sud, pardon, là, il y a des sources, il y a un cours d'eau, mais on est vraiment de l'ordre du rue ou du ruisseau vraiment tout petit. On en a une qui passe tout le long ici et puis qui finit par basculer de l'autre côté. Et puis on en a une qui circule, on a aussi un petit bras qui circule là et qui se jette tout en bas dans cette zone-là, dans un affluent du Saint-Éloi, on va dire. Donc toutes ces zones-là de zones de camping, elles sont autorisées potentiellement, mais effectivement sans aménagement drainant, les camping-cars ne peuvent pas y aller à la zone, à la période hivernale parce que, et même cette année, je pense que ça aurait été compliqué tout court, parce que vu qu'il a plu sans discontinuer pratiquement tout le temps. Donc voilà sur la présentation des 3 scénarios. Un petit point sur la partie budget, est-ce que vous voyez? Oui, bon, alors on a repris un petit peu comme on l'avait fait pour le cimetière quand on vous amène les éléments. On essaye de remettre des données chiffrées un petit peu pour voir quelles sont les ambitions, quelles sont... donc là, on voit que sur les plantations d'arbres, on est plus ou moins important. Alors, c'est à titre indicatif dans le cadre du projet, mais dans le cadre de la biodiversité, dans le cadre du travail des services des espaces verts, dans le cadre de l'île et de la fleurie, ça c'est ce qui est prévu dans le projet là. On pourra en rajouter ultérieurement comme on aménage n'importe quelle zone du territoire. On voit qu'il y a des fontaines à boire, c'est des choses dont l'objectif c'est aussi de rendre plus accessible vraiment aux Questembertois. C'est vraiment l'objet en réalité de ces 3 scénarios là, c'est de se dire il y a une aire de camping-car certes, mais les Questembertois doivent pouvoir profiter de ces espaces. Les nombres de bancs sont présents, les tables de pique-nique, voilà, les barbecues, et surtout la notion d'abri couvert qui est estimée à 50 mètres carrés à ce jour. Les aires de jeu, et on voit qu'on est avec une version 3 qui est plus importante. L'aire de vélotourisme, on en a parlé. Le théâtre de verdure, du coup, que dans le scénario 3. Le pôle fitness également que dans le scénario 3. On reprécise le nombre de places de l'aire de camping-car. Les nombres de places de parking créées, parce que c'est aussi ça l'enjeu. C'est-à-dire que si on crée un parc, mais que c'est quand même loin pour y accéder, on sait que ça marchera un tout petit peu moins bien. Et puis, effectivement, on parle de la zone de retournement. Vous avez les budgets qui sont identifiés ici, en dessous. Évidemment, on est dans une phase esquisse, donc les budgets auront velléité à évoluer au fur et à mesure du projet. Alors, on ne part pas de n'importe comment. Pôle fitness, on peut avoir des idées de coûts. Le mobilier, on peut avoir des idées de coûts, et ainsi de suite. Dernière précision sur ce tableau-là, on ne parle pas des passerelles en bois, on parle vraiment que des aménagements qui sont en charge propre de la commune, puisque tout ce qui est passerelle en bois dont on a parlé est sur une autre partie du travail. De la même manière, si on va retravailler la pente entre le chemin et la rivière dans la zone 2, ça fait partie des travaux qui sont dans le cadre de la GEMA. Donc voilà des budgets qui vont en gros du simple au double. Si on part de 225 000 euros, un peu plus du double, à 530 000 euros. L'idée c'est que vous puissiez nous orienter et puis en fonction de comment on avancera au fur et à mesure sur les chiffrages, on verra jusqu'où on peut aller compte tenu de ce qu'on mettra au budget l'année prochaine sur ce sujet. Peut-être qu'une partie des aménagements se feront en 2025 et d'autres en 2026. Ça dépendra aussi un tout petit peu éventuellement des travaux qu'il y aura menés, notamment si on doit déplacer l'entrée de l'aire de camping-car. Bon, les travaux sont un tout petit peu plus longs quand on a ce genre d'aménagement. Et puis après, il faut déposer aussi des permis d'aménager, des permis de construire. Voilà. Quand on aménage des places de parking, il y a aussi des autorisations à demander. Même si le parking reste petit, il y a quand même des formalités à avoir. Si on revient sur le planning que j'ai évoqué tout à l'heure, donc on est ici le 3 octobre, la période de vote va s'ouvrir à partir de fin de semaine prochaine, ce sera le 14, début de la semaine, pas prochaine mais semaine d'après, avec 10 jours de vote comme on l'avait fait la dernière fois. Je vais revenir après sur les modalités, le dépouillement d'ici fin octobre et puis une validation des aménagements au conseil municipal. Juste pour bien préciser le sujet,
de comment, quand on fait une consultation à la population comme celle-ci, en France, tout est très encadré. L'administration française est forte sur plein de domaines, y compris là-dessus. C'est le conseil municipal qui, de toute manière, est souverain. Donc nous, on s'engage en tant qu'élus à se dire, à partir du moment où la commune, on consulte la population, on va suivre dans la limite de la légalité les orientations qui sont faites de la part de la population, mais à la fin du bal, pour pouvoir lancer les projets, lancer les consultations des entreprises, c'est bien une délibération du conseil municipal qui la sanctionne et non pas le vote en tant que tel. Pour faire ça, il aurait fallu que je demande au préfet pour faire un vote en bonne et due forme. C'est extrêmement long, extrêmement lourd et ça coûte encore plus cher. Donc voilà. Donc vous avez le planning là sous les yeux. Processus de vote, on est exactement comme on l'a fait dans le cadre du cimetière. Une capacité à faire en ligne, par correspondance et en mairie, qui vote toute personne inscrite sur les listes électorales. Si jamais des personnes étaient arrivées en cours d'année, on les accueille en mairie et puis on va prendre leur nom. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de doublon de vote. Voilà, ça s'était très bien déroulé la dernière fois. Donc l'intérêt du vote par correspondance, c'est qu'on sait que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil numérique. Et puis après, pour ceux qui veulent vraiment faire comme un vote, effectivement, la mairie sera ouverte pendant les 10 jours qui correspondent, alors sur les heures d'ouverture, avec une urne qui sera disponible. Et si vous venez en mairie, mais que vous avez déjà voté par correspondance ou en ligne, nous, on le capte, parce que du coup, comme c'est un numéro qui vous est attribué, de toute manière, vous ne pouvez pas voter 2 fois. Par contre, on est bien sur un vote par correspondance pour chaque personne qui est en âge de voter. Donc s'il y a 3 personnes dans le foyer qui sont en âge de voter, vous recevrez 3 fois le courrier qui vous présente le sujet. Le planning est de nouveau ici, donc voilà, rien de plus. Donc nous on a fini, voilà, la cible c'était 1 heure, on n'est pas si mal que ça. On va rallumer peut-être un peu la lumière parce que du coup vous êtes maintenant dans le noir. On va pouvoir réouvrir les volets peut-être à droite et à gauche aussi parce que le soleil est couché à cette heure-ci et on va pouvoir passer aux questions. Dans la présentation, là, c'est plutôt une remarque qu'une question. J'ai vu des abris, je trouve que c'est une très bonne idée. J'ai vu dans une diapo en haut à gauche qu'il y a des abris avec des lattes qui ne sont pas étanches. Hein. C'est surtout des chanchailles là, contre le soleil. Là. On vient récemment de faire une randonnée là, avec un petit groupe à Carnac. Et ils ont fait comme ça des abris. Ils disent mais c'est vraiment une mauvaise idée parce que quand il pleut, on ne peut pas aller dessous. Donc je les ai vus, ça coûte moins cher. Alors, vous voyez en haut à gauche là. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée en termes d'abri couvert. Dans les faits, c'était les illustrations proposées par le cabinet et c'est nous qui les définirons, mais on est sur un abri couvert complètement. Alors, dans les faits, sur l'image, a priori, eux, ils sont doublés avec du plexiglas, mais ça demande de l'entretien, c'est moins bien. Oui, je voulais vous poser une question par rapport à l'aménagement qui ne dépend pas directement de la commune, par rapport au niveau des passerelles. Avec l'exemple qu'on a eu sur la descente des buttes, sur ces aménagements qui n'ont pas duré dans le temps, comment on va pouvoir vraiment garantir la pérennité de ces installations? Alors, bon, on va prendre une autre question et puis on va vous répondre. Il y a derrière toi. J'avais une question sur l'autre bout, c'est-à-dire là où il y a le pont et la passe aujourd'hui. Comment ça va évoluer? On pourra passer sous le pont à pied? On pourra essayer de continuer? Est-ce qu'il va y avoir une petite cascade ou pas? Est-ce que le cours va continuer tout droit? Alors, on va répondre. Donc, j'ai déjà répondu sur l'histoire du carport. C'est un carport qui sera fermé, quel que soit le format sur lequel on est. Est-ce qu'on est sur du toit ardoise comme ça? Est-ce qu'on est sur quelque chose en bois ou en métal? On verra bien. Pour répondre à votre question sur la partie aménagement de passerelle bois, il s'avère que la passerelle actuelle qui est au bout, donc la rue du Pont-à-Temps, tout au bout, elle a été faite en 2012, 10 ans, 2014, quelque chose comme ça.
En creusant, quand on s'est rendu compte, nous en arrivant il y a 4 ans en arrière, en creusant, on s'est rendu compte que l'entreprise, elle n'a pas mis ce qui avait été commandé. Et donc on est sur des bois qui ne sont pas faits pour résister suffisamment longtemps à de la zone humide. Là on travaille donc avec donc le paysagiste Antoine Abarnou, mais aussi avec le conseil départemental qui développe beaucoup de passerelles quand vous allez à Sucigno, quand vous allez dans d'autres zones d'espaces naturels sensibles, parce qu'ils aménagent ça, sur des bois de type châtaignier, de type chêne, et on sait qu'il faut y revenir quand même, il peut y avoir des maintenances à faire tous les 20 ans à peu près. Mais en réalité, ce qu'on s'est rendu compte avec Alain notamment et Jean-Pierre qui ont travaillé sur ce sujet, c'est que la passerelle qui a été faite, le bois qui est utilisé est un bois qui n'est pas suffisamment bien traité pour pouvoir résister à ces zones humides particulières. C'est un petit peu différent en termes de fondation, mais voilà, souvent c'est ça. Et la dernière question, on était sur... Ah oui, là du coup je vais plutôt laisser la parole à Simon sur comment se passe l'évacuation, enfin, la rivière une fois qu'on va avoir potentiellement cassé le déversoir actuel. Il y a une autre question, Boris, on la prend ou quoi? Attends, on va répondre et puis juste après on prend la main. Je suis en train de remonter sur les images pour qu'on voit exactement. Hop. Juste, j'ai pas très bien compris si on parlait de la passerelle en amont ou en aval du plan d'eau actuel. Ah, au niveau du déversoir. Au niveau du déversoir, oui. Donc là, l'ouvrage béton qui est actuellement là, à terme, il va être supprimé. Donc ça veut dire que le cours d'eau, il n'y aura pas de chute d'eau, parce que l'objectif c'est d'assurer une continuité écologique. Et donc là, il y aura peut-être des travaux à faire pour que le cours d'eau arrive le plus naturellement possible vers le déversoir à cet endroit-là, qui va passer ensuite sous la route. Mais l'ouvrage béton, lui, sera entièrement supprimé, et l'objectif c'est qu'il n'y ait aucune chute d'eau, justement, comme actuellement. Alors le pont, non, on ne pourra pas le traverser par en dessous. Là, ça va être plus compliqué, je pense. Il n'a pas la hauteur pour... Dans les faits, on sera dans la zone humide qui est celle d'une rivière, donc on ne peut pas interdire aux gens d'aller dans ces zones humides, hein, mais il faudra que vous ayez vos bottes. C'est comme le long d'une rivière classique, c'est-à-dire que là, après, on rentre dans une zone très très humide. Exactement. Ouais. Le cheminement par-dessus est maintenu. Oui, une question au fond, Alain. Il y en a deux, il y a une dame après de l'autre côté, tu pourras prendre. Oui, je voudrais revenir sur la zone de camping-car. Vous avez prévu un certain nombre d'emplacements qui sont actuellement de 27 avec Airpark. Airpark Service, qui est donc le gestionnaire de l'air actuel, dont la mairie touche, je dirais, les bénéfices des paiements. Vous supprimez un certain nombre d'emplacements. La preuve, c'est que vous n'avez absolument pas tenu compte de l'évolution du nombre de camping-cars à l'heure actuelle. Il y a eu plus de 4 500 000 nuitées en camping-car. En sachant que la Bretagne... 4 millions à Questemberg, je ne crois pas. Non, je parle... Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler, merci. Je dirais la première région de France est la Bretagne. Et le Morbihan représente 30% des nuitées en Bretagne. 74% de la population camping-cariste, le premier but, c'est de visiter les villes et toutes ses particularités. Et ils veulent trouver, le premier critère, c'est de trouver un endroit propre et aménagé. Mais sans les temps, il y a beaucoup moins de camping-cars. Et il est fort possible que quand on supprime les camping-cars autour de points d'eau, cela chute la fréquentation, parce que c'est un point essentiel d'arrêt de nuit. Vous avez la société donc, Air Service qui est partenaire, mais qui n'a pas été consultée, ni même, je dirais, averti de la modification de l'air. Je trouve ça particulièrement déplorable. Et je pèse mes mots. Elle est même, elle gère 1100 aires en France. 5 millions de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires.
Est-ce que vous avez une question, monsieur Kiffer? Oui, j'ai une question. Est-ce que ce plan va être revu et corrigé par des gens compétents? Alors, je vais faire plusieurs réponses parce que du coup, il y avait beaucoup de questions dans la même question. Alors, on ne les a pas consultés parce que, en fait, c'est une entreprise privée et ils sont sur un domaine public. Donc, en gros, on est quand même encore un peu maître chez nous et on n'a pas à les consulter de manière intempestive sur ce sujet. On est sur une aire de camping-car qui fait grosso modo 1700 nuitées par an, avec entre 10 et 12 camping-cars en moyenne sur l'année. Donc en ce moment, on est plutôt à 5-6, et puis en été, on est plutôt à 15-20. S'il y en a un petit peu moins, mais c'est un choix que les Questembertois vont faire, parce qu'on estime que c'est un espace public qui est un tout petit poil privatisé pour les camping-cars. L'objectif, c'est pas de les faire fuir, puisque on laisse des places. On aurait pu dire, on supprime carrément l'aire de camping-car et on fait un magnifique parc pour les Questembertois. C'était une hypothèse et on n'a pas souhaité parce que dans les ateliers de travail, tout le monde a convenu que la place des camping-cars existait sur le territoire et qu'à un moment donné, ils avaient le droit d'y être, mais que cet espace devait être partagé un tout petit peu plus. Et s'agissant du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce n'est pas mon souci dans l'absolu. Mon souci, c'est d'aménager pour le bien collectif un espace qui actuellement est moins accessible aux Questembertois. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une question, madame? Oui, j'ai une question concernant le ruisseau, après la photo qui est sur l'écran, là, après la cascade. Quand on traverse la route, de l'autre côté, il y a un amas de mousse. Et ma question, c'est est-ce que cet aménagement ira jusque-là, de façon à ce que le ruisseau soit plus beau, soit plus propre? L'aménagement, il va concerner l'entièreté de la zone humide jusqu'à l'arrivée sous la route. C'est à cet endroit-là que vous avez vu la mousse? De l'autre côté. Alors, de l'autre côté, pour l'instant, il n'y a pas d'aménagement qui est prévu. Quand il y a une vidange, il y a des départs d'eau plus importants, des départs de sédiments. C'est pour ça que, pas en aval immédiat, parce que c'était compliqué au niveau pour faire venir des engins, il y a des filtres granulométriques qui ont été mis en place pour pouvoir filtrer l'eau, pour pouvoir récupérer les sédiments qui peuvent ensuite potentiellement polluer la rivière. Ces filtres, ils sont changés régulièrement justement, et derrière ces filtres-là, on a des capteurs qui permettent de mesurer certaines normes, l'oxygène dissous, la température, la turbidité de l'eau et l'ammonium. On a des seuils réglementaires, ces seuils n'ont jamais été dépassés. S'ils avaient été dépassés, on aurait arrêté la vidange. Aujourd'hui, il n'est pas prévu d'aménagement en aval immédiat, ce sont des parcelles privées, les propriétaires ont été d'ailleurs contactés, et pour l'instant c'est une zone humide aussi, qui est inondée principalement en hiver. Aujourd'hui, il peut y avoir des départs de mousse quand il y a une vidange, il y a des départs d'eau plus importants. Vous allez demander s'il y a des aménagements. Oui, elle est récurrente depuis longtemps avec la cascade qu'il y a. Il n'y a pas d'aménagement prévu en aval immédiat. C'est un méandre qui permet, de l'autre côté de la route, qui permet le dépôt de ces mousses en aval. En réalité, sur la partie aval, déjà, on va voir comment ça fonctionne une fois que la rivière reprend son fonctionnement normal en amont. Parce qu'actuellement, effectivement, comme l'a dit Simon, les phénomènes de mousse sont liés à des chutes successives qui vont faire créer le fait que l'eau elle absorbe de l'air et à un moment donné, avec tous les éléments que véhicule l'eau dans l'étang et la rivière, il y a de quoi faire de la mousse. C'est ce qu'on voit proche de la mer et proche des rivières ou des étangs quand il y a des coudes effectivement qui à un moment donné stockent ça. En fonction de ce qui va se passer en aval, après, il y aura peut-être des interventions. L'étude de Hardy dit
Peut-être qu'on remettra du gravier pour faciliter, pour limiter les chutes, mais en réalité tout ça, c'est éventualisé et ça va dépendre beaucoup de comment la rivière réagit dans la saison qui est devant nous en fait, parce que là on a supprimé le plus gros du déversoir, même si on n'est pas encore tout à fait au bout comme l'a dit Simon, et la rivière va reprendre un fonctionnement plus normal, et s'il y a des dysfonctionnements de ce type-là, Eaux-et-Vilaine, qui a en charge de travailler ce sujet-là, reviendra peut-être plus tard s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc il y a une là, à droite là-bas et devant après. Et la dame encore à gauche. Bonsoir. Moi je voudrais savoir la surface totale des 3 mares et en particulier celle qui va rester remplie à l'année. Merci. Alors, la surface des 3 mares, réglementairement, elle ne peut pas être supérieure à plus de 1000 m². Donc, il y aura en tout un peu moins de 1000 m². Après, les superficies de chaque mare, elles ne sont pas encore définies. Là, ce sera défini dans la phase projet. Là, on est encore en avant-projet. Mais il n'y aura pas plus de 1000 m² au total. Pour ma part, j'ai 3 questions. J'ai le droit? Oui. La première, savoir si j'ai bien compris. Ça, on va voir. Il y a 2 zones. Une zone communale, avec le chiffrage des aménagements, les chiffrages des aménagements proposés ici, et la partie zone humide, qui, si j'ai bien compris, est du strict ressort d'Eaux-et-Vilaine, avec les financements d'Eaux-et-Vilaine, où la communauté intervient à hauteur de, je ne sais plus combien, mais voilà. L'ensemble des communautés, ça doit être 16 ou 17% de l'ensemble de l'enveloppe. Par le biais de la taxe GEMAPI que vous retrouvez sur votre taxe foncière. J'ai bien compris ce point-là. Merci, c'était ma première question. La deuxième question, puisque la partie aménagée qui a été présentée sur les 3 scénarios est du ressort de la commune, avons-nous espoir d'avoir des cofinancements? Et ma troisième question, et après je laisse le micro, ayant participé à une étude antérieure, les spécialistes de la pêche et des poissons faisaient remarquer que la sortie de l'étang d'aujourd'hui était dans un tunnel trop long et trop noir pour le passage, pour la remontée des poissons. Alors est-ce que cette affaire-là est travaillée à un moment ou à un autre? Est-ce qu'on va ouvrir jusqu'au pont sous la route? Voilà, mes 3 questions. Le temps que le micro revienne, je vais répondre aux 3 questions et puis ça sera complété, Jackie et Simon, si vous le souhaitez. S'agissant du financement, donc effectivement la partie GEMA, elle est prise en charge par Eaux-et-Vilaine. Si les budgets explosaient sur la partie aménagement milieu aquatique, on pourrait se poser la question de l'ambition du nombre de passerelles et de la longueur, parce que du coup, il y a un ratio qui est prévu dans les aménagements qui fait que les aménagements de type passerelle ne peuvent pas dépasser de manière significative le coût des aménagements dits aquatiques. Ce qui est logique, l'agence de l'eau, le département, il est là pour travailler sur la GEMA, la gestion du milieu aquatique, il n'est pas là pour travailler sur la passerelle des habitants de Questemberg. Donc il y a une discussion qui est autour de ça potentiellement, mais à ce jour, c'est strictement comme ça que ça se passe, avec sur le budget pur de Eaux-et-Vilaine, le reste à charge, et ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros, le département et l'agence de l'eau prennent à 80% les financements de toute cette partie GEMA. Deuxième sujet, on parlait de la partie cofinancement. Alors, les différents types d'aménagements que l'on a dans ces 3 scénarios-là peuvent avoir différents types d'aménagements, de subventionnement. Le département, qui est un beau financeur des collectivités locales en termes d'investissement, a un programme qui s'appelle le programme de solidarité territoriale et sur lequel on peut le solliciter. La seule chose, c'est qu'il y a un plafond par an dont le montant, voilà, on doit être aux alentours de 700 000 €, mais on peut déposer plusieurs projets. Donc là, à chaque fois que la commune dépose des dossiers dits de PST, Programme de solidarité territoriale, on essaye de maximiser le sujet. C'est-à-dire que si j'ai un investissement qui me permet d'aller chercher 700 000 € à côté,
je préfère aller le chercher plutôt que celui-ci où, même si on se met dans le scénario maximum, ils vont nous subventionner à 20%, à 15%, pardon, qui est notre taux de subventionnement maximum pour la commune. 15% de 530 000, c'est potentiellement moins que si on est sur un projet à 3 millions, 15% de 3 millions, ça sera toujours mieux. Donc on fera des arbitrages, nous, mais c'est comme on le fait chaque année quand on dépose les dossiers. Et puis après, il y a des dossiers de subventionnement qui peuvent être aller chercher au niveau du fonds vert. Donc l'État a mis en place depuis 2 ans maintenant un fonds vert qui travaille tous les investissements des collectivités territoriales quand elles travaillent à améliorer l'impact sur l'environnement. Typiquement, quand on travaille nos rues et qu'on retire des places de parking qui sont en bitume et qu'on les met en pavés filtrants, on va chercher des subventions. Quand on a décrouté 200 mètres carrés la cour de l'école élémentaire, on a été chercher des subventions pour nous accompagner. Dans le cas de ce projet-là, on n'a pas fait l'étude encore complète de tout ce qui peut être allé chercher dans le fonds vert, hormis ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aire de service vélo-tourisme, où là, déjà spécifiquement, on sait que la région, dans le dossier Destination Bretagne Sud, fait des appels à projets pour développer la pratique du vélo en mode tourisme et qu'on aura probablement des éléments à aller chercher. Et puis, si on n'est que sur le vélo et admettons qu'on ne va pas jusqu'à l'aire de tourisme et qu'on se dit tiens, finalement on n'avait pas pensé dans ce projet-là, mais ça serait bien de mettre des attaches vélo près du restaurant en bas, par exemple. Questembert a été lauréat d'un autre appel à projet sur la totalité de la politique cyclable qui s'appelle A-Vélo 3, où l'État subventionne les collectivités qui font des aménagements de pistes cyclables, de matériel de type borne de recharge électrique pour les vélos, borne de réparation pour les vélos, et notamment il y a un gros volet qui est les attaches vélos, parce qu'il peut en manquer dans des espaces comme ça. Et le dernier sujet, il s'agissait du pont en lui-même, de la départementale qui passe ici. C'est la deuxième partie du problème. Je vais faire une première partie de réponse et Simon prendra la main derrière. La route départementale, quand elle a pris son emplacement actuel, donc moi j'ai pas la date en tête, probablement que vous l'avez, mais c'était il y a quand même déjà un petit paquet d'années. Avant, la route départementale, elle passait de l'autre côté, devant le restaurant. Donc au moment où ils ont fait ces travaux, le département, parce que c'est une route départementale, il y a effectivement la rivière, elle est canalisée sur 75 mètres, 80 mètres, avec deux parties, une partie très ancienne, où on est plutôt sur des murs classiques, et après on est plutôt sur un tuyau d'une grande largeur, on est à 1,20 m. Voilà. C'est un élément perturbateur sur la continuité piscicole. Le département qui est en charge de la route le sait, et Haut-et-Vilaine qui est en charge de la rivière le savent. Le sujet de ces travaux-là, c'est des enjeux beaucoup plus importants s'agissant de la départementale, parce que dévoyer une départementale telle qu'elle est comme ça, en se disant l'idéal, ça serait qu'elle soit perpendiculaire à la rivière pour minimiser, comme n'importe quel pont, la longueur de traversée, c'est un projet qui est beaucoup plus conséquent en termes de temps. Et donc, dans le PPI, donc le plan pluriannuel d'investissement de Haut-et-Vilaine s'agissant du Saint-Éloi, ce sujet-là n'est pas à court terme, et probablement qu'une étude arrivera plus tard, quand on aura fait la totalité, parce que là on parle de l'obstacle à l'écoulement à Questembert, mais il y en a d'autres tout le long du Saint-Éloi, jusqu'à temps qu'il se jette dans la Vilaine, puisqu'on est dans l'estuaire de la Vilaine. Donc voilà, pour répondre, ça sera à l'ordre du jour, mais pas bientôt. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou... Alors, donc oui, effectivement, ça pose un point de difficulté supplémentaire pour la continuité écologique. Il y avait tout à l'heure, je dis qu'il n'y avait pas d'aménagement prévu en aval, en fait c'est faux, j'avais oublié. Il y a des rampes d'enrochement qui sont prévues pour faire remonter le niveau de l'eau, justement pour supprimer toute chute d'eau en aval de cet ouvrage. Et aujourd'hui, on sait que même s'il peut y avoir des difficultés pour certaines espèces piscicoles, certaines arrivent à remonter. Lors de la pêche, là, aujourd'hui, on a encore retrouvé de l'anguille
dans les temps. Donc c'est que les anguilles peuvent remonter, en tout cas sur cette portion de cours d'eau, aujourd'hui jusqu'à l'étang. Et avec la suppression de l'ouvrage béton qui est juste au niveau de l'étang, ça va faciliter leur remontée. Donc là, elles peuvent toujours remonter. Effectivement, ça pose des difficultés supplémentaires pour la continuité écologique. Et ça, c'est quelque chose qui sera étudié avec le département, mais pas à court terme en tout cas, effectivement. Mais il y a des discussions sur ce sujet-là actuellement avec le département. On en discutait justement pendant cette étude sur les temps de Célac. 2 questions encore. Alors, pour revenir à un autre sujet, au niveau du théâtre de verdure, vous ne nous avez pas précisé, ça sera un théâtre comment, assez grand, un peu comme un Hambourg, ou est-ce que ça sera petit, enfin, qu'est-ce qu'on pourra en faire? Bon, là l'exemple qui était donné semble à peu près raisonnable par rapport à la surface. On se situe vraiment, actuellement, vous savez, il y a une petite aire de jeu qui est en mauvais état là. Puis ensuite, on voit le bâtiment arriver. Donc l'idée, c'est plutôt d'être dans cette zone-là derrière, là, parce qu'on a déjà la pente naturelle. Voilà, l'étude, elle sera plus précise si jamais ce choix est fait lors de la suite. Hein, on va passer, là, on est à l'esquisse, on passera à l'avant-projet sommaire, puis à l'avant-projet définitif, avant d'appuyer sur le bouton. Et donc, on aura des éléments plus précis à ce moment-là. Oui, j'avais une petite question par rapport au budget, c'est pas du tout technique. Donc on voit c'est quand même du simple au double, on ne sait pas vraiment la part budget de la municipalité, c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, mais indirectement cet argent-là il va être plus important sur le scénario 3. Je pense que si on pose la question question vers toi, à mon avis comme ça, bon j'ai pas trop de doute sur le résultat du scénario 3, mais indirectement sur quel budget, je sais n'importe quoi, s'il y a 200 000 € sur le budget 3, il sera pris sur quel ligne de budget, tourisme, je sais pas, développement économique ou autre, parce que voilà, l'argent pas du ciel. On est d'accord. Alors, pour faire simple, alors on n'a pas de budget analytique à proprement parler en disant tourisme ou autre. On a un budget qu'on met plutôt à l'aune des compétences de chacun des élus ou des pôles s'agissant des services. On a un plan pluriannuel d'investissement sur lequel on a une marche on avance depuis le début du mandat, et là, lors des derniers budgets, on va commencer à se projeter au-delà du mandat. Quelle que soit l'équipe qui sera en place, il y a des projets qui seront entamés et on devra les poursuivre. Depuis le début de ce mandat, on sait qu'on va devoir intervenir dans cet espace-là parce que, comme l'a dit Simon tout à l'heure, la continuité écologique, elle a déjà été interrogée sur cette rivière. La preuve, c'est que la mandature précédente avait travaillé sur un projet en voulant maintenir un étang, même dévoyé du lit de la rivière, et le budget était passé de 300 000 € à 900 000 € non financés, sans les aménagements dont on parle là. On parlait vraiment que de la partie GEMA. Mais le maintien de l'étang, pour répondre à une des propositions qui peut être faite par certains opposants, au-delà de l'autorisation que le préfet peut nous refuser sur recréer un étang supplémentaire, parce que quand on crée un étang, il faut une autorisation. Mais si on le faisait, là pour le coup c'est zéro financement de la part de Eau-et-Vilaine, c'est sûr, de l'agence de l'eau et autres. Bon. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas encore répondu à la question, mais dans le PPI, depuis le début du mandat, on sait qu'on va devoir travailler sur ce sujet-là. Donc pour 2025, on avait mis 500 000 €. Mais à l'époque, on l'avait fait au doigt mouillé, entre guillemets, non, mais en se disant, de toute manière, c'est pas un... Enfin, voilà, si on veut faire des aménagements, dès qu'on fait un peu de terrassement, dès qu'on fait un petit peu de déplacement, dès qu'on achète du mobilier, dès qu'on construit quelque chose, les coûts montent relativement vite. Donc on avait estimé une enveloppe d'à peu près 500 000 €. Donc de ça, ça veut dire si on arrive à 530, et on verra au moment des marchés, si on est à 460, youpi, bah, du coup voilà, on est bon. Et puis si on est à 570, on se pose la question, est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on réduit pas? Et si on réduit pas, ça veut dire qu'on va aller chercher de l'argent ailleurs. Après, sur notre PPI, chaque année, on a des sommes qui sont prévues et qu'on ne va pas toujours chercher. Typiquement, on met une somme d'à peu près 800 000 € tous les ans pour potentiellement acheter du foncier sur les opportunités qu'on peut avoir, que ce soit dans les zones autour de nos équipements actuels, mais aussi dans des zones de projets un peu spécifiques. Au début du mandat, on avait acheté la maison dite Le Borgne, celle qui est sous les Caudalie, donc 120 et quelques mille euros, quelque chose comme ça, 150 pardon.
Et puis les travaux arrivent maintenant. Donc en fait, on a cette opportunité-là, ce qui fait que chaque année, on n'exécute pas la totalité de nos investissements et on a de l'argent qui circule ou qui ne circule pas en fonction des opportunités. Et pour tout vous dire, en faisant ça depuis le début du mandat, on arrive grosso modo à des enveloppes de 3 à 4 millions d'euros d'investissement par an. Et on n'a pas emprunté depuis le début du mandat, j'en profite pour le dire ici, on est sur une réduction de la dette relativement forte, on en parle beaucoup aux informations actuellement. Je ne m'appelle pas Bruno Le Maire, mais Boris Le Maire, mais pour le coup, on travaille sur le sujet de désendetter la collectivité depuis le début du mandat de manière forte parce que c'est très important de pouvoir garder la main. Alors de temps en temps, quand il y a des très gros projets, ce qui est le cas de l'école, il faut aller chercher de l'argent parce que 10 millions, je n'ai pas la trésorerie de 10 millions. Donc là, on va chercher des emprunts, mais on ne le fait que sur les très très gros projets parce que sinon, c'est pas fiable. D'autres questions devant. Il y aura des questions derrière encore après. Une question sur le parking. Je vois dans les 3 scénarios, il n'y a que le scénario 3 dans lequel on a prévu des parkings de place publique, dont VL. Actuellement, les gens qui vont à l'étang de Céla, qui se garent à côté du moulin. Il y a un certain nombre de places qui sont pour le restaurant, en fait. Ouais. Donc c'est relativement limité, on peut dire que c'est presque saturé par moment. Ouais. Pourquoi donc on a choisi que le scénario 3 pour faire des places publiques supplémentaires? Ça me paraissait aussi très utile pour les autres scénarios. Alors, pour tout vous dire, là je vais répondre très clairement, c'est que la création de places, c'est ce qui suppose le plus d'investissement. C'est-à-dire, dès que vous allez sur du terrassement, en gros, c'est ça qui commence au bout d'un moment à coûter cher. Certes, il y a les aménagements, mais typiquement, le carport, il est identifié à 50 et quelques mille euros. Donc, la bascule, elle se fait aussi pour ça, parce que du coup, on est obligé de déplacer des choses, on est obligé de... Donc, on l'a mis, mais on s'est dit, à un moment donné, si on présente que ce projet-là, très ambitieux, et puis qu'il y a des gens qui disent, non, mais à un moment donné, nous, on ne veut pas dépenser plus que ça. Si je mets le parking sur le scénario de base, j'ai plus d'aire de camping-car, en fait, quasiment dans les fêtes, et j'ai très très peu d'aménagement autour. Donc en fait, c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Voilà, mais c'était un parti pris de notre part au démarrage en disant, on y va par petites touches, parce que sinon, après, j'allais vous présenter 3 scénarios, un 450, un 480, un 530. Bon, ça ne nous paraissait pas logique, parce que j'estime que, là je réponds un petit peu aussi en creux à ce qui a été posé avant, c'est que l'orientation de l'ambition, c'est aussi, pour le coup, l'intérêt de consulter la population. Peut-être que la population va dire, non mais, bien gentil monsieur le maire, mais nous on veut dépenser pas trop à cet endroit-là. Bon du coup on fera plutôt à minima à ce moment-là. Question au fond, oui. Oui, merci. Je vais vous poser une question, mais je vais m'exprimer au nom de la SEC. Et ce que je voulais mettre le doigt sur quelque chose, c'est que la disparition de notre étang n'était pas inéluctable. C'est un étang qui existe depuis très longtemps. Il y avait un bief qui datait des années 20, des années 30. Nous avons lu attentivement la loi sur l'eau et le document du SAGE qui fait 149 pages, je peux vous dire que je l'ai lu entièrement. Or, on aurait pu garder, bien entendu, en respectant la rivière d'un côté et l'étang de l'autre, on aurait pu garder une grande partie de l'étang. Vous ne l'avez pas voulu, autoritairement, vous avez décidé de le supprimer, eh bien il serait supprimé manifestement. Mais je vous ai fait une proposition lors du dernier COPIL, vous l'avez balayé d'un revers de main en considérant que ça n'avait peut-être pas d'intérêt. Nous allons refaire une proposition, en tenant compte de ce qui a été dit, parce que nous écoutons et nous entendons. Nous allons vous refaire une proposition. Et j'espère, et je le dis devant tout le monde, et j'espère que cette fois-ci vous la regarderez attentivement et vous nous donnerez une réponse, pas simplement une réponse comme ça en disant non, ça n'a pas d'intérêt, mais au moins quelque chose qui se tient et quelque chose de structuré. Et puis, ma dernière question, je vous rappelle que la SEC est une association loi 1901 tout à fait légale. Et quand je vous demande de mettre un panneau en bas, devant l'étang, à côté de votre panneau, un panneau de 50 cm par 40 pour pouvoir nous exprimer, vous nous le refusez. Il y a quand même là quelque chose d'antidémocratique et j'en suis tout à fait désolé, on aurait pu faire autrement. Voilà. Et bon, ma dernière question, ça concerne les 3 scénarios finalement. Est-ce qu'il y a une possibilité de prendre une partie et passer sur l'autre, ou est-ce que ces 3 scénarios qui sont figés, sur lesquels on ne reviendra pas, et puis, ou alors de trouver des solutions ou de faire des propositions intermédiaires? Je vais vous demander de préciser la dernière question parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris l'objet. Les 3 scénarios, est-ce qu'elles sont figées ou il y a une possibilité de moduler les unes avec les autres? Alors je vais répondre du coup à toutes vos questions. S'agissant de la légalité et de la démocratie, je n'ai pas vraiment de leçons à recevoir de votre part. Je vous rappelle que
je vous ai pas fait venir à la mairie, mais vous avez survolé la zone avec un drone. Vous n'avez pas fait de demande en préfecture alors que c'est obligatoire. Ben, je peux vous dire parce que... Le propriétaire du drone, qui est quelqu'un qui connaît bien son boulot, m'a dit qu'il n'avait pas besoin de le faire. Eh ben, je peux vous dire que ce n'est pas le cas, puisque l'espace aérien en France n'est pas public, il est pas privé, il est public, et toute demande de survol est soumise à autorisation. Mais bien sûr que oui. Et Ille-et-Vilaine, qui a lui-même utilisé des drones pour faire des prises de vue, a fait les demandes d'autorisation en préfecture. C'est même pas moi qui les donne, puisque j'ai juste une information à la fin. Le préfet m'annonce que un drone va passer et que l'autorisation a été donnée. S'agissant des 3 scénarios qui sont devant nous, vu que le mode de vote, parce que je n'ai pas été aussi loin dans le détail de l'explication, mais c'est comme la dernière fois, vous allez pouvoir choisir le classement 1, 2 et 3, celui que vous préférez. Si les 3 arrivent à l'équilibre, ça pourrait arriver, j'aurais tendance à dire que vous aurez envoyé le message en tant que population à la commune que finalement, il n'y a pas un scénario préférentiel par rapport à ces 3-là. Et du coup, le conseil municipal et le groupe de travail qui a travaillé sur ce sujet-là va pouvoir se dire, finalement, j'ai l'attitude à l'intérieur de ce que j'ai mis dans mon plan pluriannuel d'investissement pour faire ce que je veux. Et par ailleurs, s'il y en a 2 qui sont côte à côte en se disant le 3 et puis peut-être le 1, j'en sais rien, et peut-être qu'on pourrait effectivement à la marge mixer. Autant sur le cimetière, c'était une question de lieu, là c'est une question d'ambition. Peut-être qu'au final, on va dire le théâtre de verdure, parce que je crois que quand on vote sur le site internet, en tout cas, il y a dans l'idée de pouvoir aussi donner un petit peu son avis de manière sur le site internet de la commune de manière plus qualitative, sans être sur le vote, mais de faire des remarques ou autres. Donc si par exemple, il y a des gens qui nous disent nous on vote pour le scénario 3, mais on ne veut pas le théâtre de verdure, par exemple, du coup on se dira peut-être qu'on peut être un petit peu moins ambitieux et sur ce genre de choses. Par contre, je le redis, sur la partie scénario autour de la zone humide, c'est des scénarios qui sont faits sur la base d'une étude menée par Ille-et-Vilaine. Oui, bien sûr que oui, c'est Ille-et-Vilaine qui mène les études. Et du coup, donc ces scénarios, il est basé sur les études et il est basé sur une enquête publique qui a eu lieu en 2022 et où tout à chacun, en tant que citoyen de Questember, mais tous les citoyens du bassin versant de la Vilaine, il y a eu une réunion publique à Questember, une réunion publique à Musillac. L'objet était l'étude complète de la rivière depuis sa source, qui est dans notre territoire, la Vraie Croix Questember, jusqu'à l'embouchure de la Vilaine. Lors de cette enquête publique, il n'y a pas eu de remontée de gens qui voulaient supprimer l'étang, qui fait qu'à un moment donné, le commissaire enquêteur a alerté le préfet en disant attention, à cet endroit-là, il y a un enjeu qui serait de type environnemental, qui justifierait de maintenir l'étang ou pas. Et à la fin de cette enquête publique, le préfet, il a fait venir ses services, la direction départementale des territoires et de la mer, il a fait venir la DREAL, parce qu'il y a le pont, il a fait venir le département, il a fait venir l'agence de l'eau et Ille-et-Vilaine, et il leur a dit voilà le résultat de l'enquête publique. Vu ça, je vous donne autorité pour travailler sur la suppression de toutes les barrières à l'écoulement sur cette rivière. Ce n'est pas le maire de Questember qui décide, et je vous ai mis les exemples, puisque dans les faits, le département travaille avec le Coalmendon s'agissant de l'étang dit de Saint-Jean, mais je l'ai dit tout à l'heure, l'étang n'est pas un étang, c'est une lagune. À Brandivy, Golfe Morbihan, Van Agglomération vient de décider la suppression de son étang, qui est strictement dans les mêmes conditions. Donc, dans les faits, vous pouvez contester l'intérêt scientifique. Je ne peux pas vous empêcher de penser ce que vous pensez. En revanche, c'est le fait d'un consensus technique et scientifique au sein de l'agence de l'eau. Et il y a plus de 20 étangs qui sont dans le même cas. Et vous étiez là, le conseil départemental qui était présent au dernier COPIL
où vous étiez présent à la SEC, vous a expliqué pourquoi cette suppression n'est pas un cas unique, mais parce que tous les étangs qui ont été créés dans les années 20, 30, 50, 70 sont des étangs qui dysfonctionnent parce que la quantité d'eau qui est véhiculée par le milieu aquatique breton n'est pas suffisant pour entretenir ces étangs de manière naturelle. Et je vais au bout de l'exercice que vous nous proposez. Dans les faits, l'étang, il s'envase en permanence. Donc il faut l'entretenir. C'est grosso modo 200 à 300 000 euros à chaque vidange complète, nettoyage pour désembourber. On pensait, la dernière fois, ça a été fait dans les années, peut-être bien 90, 1997. Ben, je peux vous dire que là, les hauteurs de vase sont plus importantes que ce qu'on avait imaginé. Donc l'étang continue de s'envaser et encore plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que toutes nos activités humaines favorisent l'érosion des sols de manière très forte, que ce soit l'aménagement des habitats, mais que ce soit aussi le milieu agricole et les zones d'activité. On travaille à réduire cela, ça c'est la ZAN, ça c'est tout le travail qui est fait par les bassins versants avec les agriculteurs pour remettre des haies, parce que c'est ça qui permet de maintenir la terre dans les champs. Donc voilà, donc vous pouvez ergoter beaucoup sur ce sujet-là, mais dans les faits, il y a un consensus sur ce sujet-là. Voilà, donc dans les éléments. Et alors, juste un point, parce que la question n'a pas eu lieu, il s'avère que je suis vice-président du syndicat départemental d'incendie et de secours. Et donc, le sujet arrive souvent. Oui, mais monsieur le maire, l'étang de ces lacs, c'est un endroit où les pompiers peuvent aller chercher de l'eau en cas d'incendie. Administrativement, c'est vrai. L'étang est identifié par l'État comme une zone sur laquelle on peut aller chercher de l'eau. Techniquement, ça l'est déjà beaucoup moins, puisque aucun espace n'a jamais été aménagé pour aller concrètement pomper dans la rivière. Et troisièmement, l'étang il est en zone urbaine. Toutes les habitations qui sont autour sont couvertes par des poteaux incendie. Donc en réalité, pour la couverture incendie-habitat, les pompiers n'iront pas chercher l'eau dans l'étang. La preuve, c'est depuis que l'étang existe, ce n'est pas vraiment arrivé que les pompiers aillent dedans. S'agissant de la défense des incendies de forêt, peut-être, et là, Hardy Environnement, qui est le cabinet d'études qui travaille avec Eau-et-Vilaine, a sollicité le SDIS pour demander est-ce que la suppression de l'étang nécessite ou pas une compensation. Le travail va être mené, et peut-être qu'il y aura une compensation à avoir. Une compensation, c'est quoi? C'est mettre en place, peut-être, une réserve d'eau dite artificielle, une bâche 120 mètres cubes, c'est la base. Allez, on va dire 6 000 euros. C'est ce qui se fait dans plein d'endroits quand on n'est pas capable d'aller tirer des tuyaux suffisamment gros pour pouvoir avoir un poteau incendie. On y travaille parce que par ailleurs on travaille extrêmement fortement sur la partie incendie parce que d'une part j'ai été sensibilisé par un de mes conseillers municipaux délégués qui travaille très bien sur ce sujet-là et d'autre part parce que maintenant je suis vice-président du SDIS, mais le sujet de l'étang par rapport aux pompiers n'est pas un problème. Donc voilà, j'ai répondu à une question qui n'a pas été posée, mais c'était important pour moi de le dire quand même parce que je ne voudrais pas que cette information circule alors que ce n'est pas vrai. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les aménagements? Parce que là, on est revenu sur l'origine de l'affaire, même si je comprends et c'est légitime qu'il y ait des questions. Bonsoir. On a parlé du ponton abîmé au bout de la zone humide boisée. Est-ce qu'elle va être réparée? Ça fait partie des sujets qu'on a prévu d'aborder nous, mais ça sera la commune, ce sera pas c'est pas l'objet du projet, c'est pas dans le périmètre vraiment. Mais on a prévu d'y travailler en sachant que peut-être qu'au moment où on fera les marchés, on aura avancé suffisamment et qu'on fera tout en même temps. C'est pas validé encore, mais il y aura probablement de ça. Pour essayer d'optimiser un petit peu si l'entreprise elle est d'accord pour venir sur 2 marchés différents, c'est envisageable et intéressant. Une question, c'est une question globale sur le cheminement PMR. C'est pas vraiment une question, j'aimerais que ça soit vraiment tenu en compte parce que dans cet aménagement du bout du pont à temps,
actuellement, c'est un peu le bazar. C'est-à-dire que moi, quand je me balade, il y a des coins que je ne fais plus. Et j'aimerais que vous soyez vigilants pour des gens comme moi, qui sont debout, des gens en fauteuil roulant, pour que là, je ne dirais pas l'ensemble, pas la totalité, pas forcément tous les appontements, mais un maximum soit accessible. En partant de la ville et en une réflexion globale plus tard, en allant sur Kerjumet, etc., le cheminement des Copinettes, pas forcément que ça soit au maximum, mais que ça soit toujours en arrière-plan de la réflexion. Voilà. Vous avez raison, ça fait partie de nos préoccupations. Pour tout vous dire, quand on a discuté sur la partie aménagement de la zone 3, c'est-à-dire la zone humide, la zone 2, pardon, la zone humide boisée, c'est-à-dire le haut de la rivière, s'est posé la question, est-ce qu'on va vers l'aménagement complet en mode PMR? Sauf que là, le travail dans cette zone serait vraiment très impactant pour le milieu parce qu'on est plutôt sur des petits sentes, sur des petites sentes de bois. Alors il y a un côté qui est un peu plus facile que l'autre, mais l'autre, celui qui est vraiment sur le versant ouest, nous ça nous paraissait trop impactant pour la forêt, pour le bois. Mais la question s'est réellement posée lors du travail que l'on fait avec le paysagiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on est arrivé au bout? S'il n'y a plus de questions en direct, par contre, je vous invite à boire un verre si vous le souhaitez et on peut continuer à discuter